7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Suite de notre discussion sur le Soudan avec Gwenaëlle Lenoir, grande reporter indépendante, notamment pour Mediapart, Orient 21, et Marianne, spécialiste de l'Afrique orientale et du Proche et Moyen-Orient. Et à ses côtés, Radija Medani, doctorante à l'Université Paris 1 et associée au CEDEJ de Khartoum. Je voudrais qu'on commence cette deuxième partie d'entretien, de discussion, en essayant de comprendre les différences avec le conflit, la guerre qui a secoué, traversé le Soudan en 2003. On explique qu'aujourd'hui, on lit beaucoup que la situation est pire, que la situation est encore plus inquiétante que ce qui s'était passé en 2003. Gwenaëlle Lenoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et en quoi ? Alors en 2003, on parle de la guerre du Darfour. Il y avait une autre guerre en 2003 au Soudan qui opposait Khartoum et le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est devenu depuis indépendant. Donc 2003, c'est vraiment la guerre du Darfour. La différence entre ce moment-là, ces années-là et aujourd'hui, c'est qu'en 2003, au début des années 2000, il y avait des groupes rebelles au Darfour qui s'opposaient à une armée nationale appuyée par des milices. C'était principalement les civils qui en souffraient. Aujourd'hui, ça c'est une constante, ce sont toujours les civils. Mais la guerre aujourd'hui, donc à l'époque, oui, pour compléter, à l'époque c'était surtout les villages qui étaient pris pour cible par d'une part l'armée qui venait bombarder et ensuite les milices qui venaient raser le village, le brûler, tuer les habitants, etc. Aujourd'hui, on a au Darfour des groupes armés rebelles qui ne font rien en ce moment, qui sont plutôt dans l'expectative en fait. Une armée nationale qui est plutôt retranchée dans ses bases, à part quelques escarmouches avec RSF, mais assez peu. Et donc RSF et les milices arabes qui s'en prennent aux civils, et uniquement aux civils, et en particulier dans les villes. Pas seulement dans les villes, mais dans les villes, ce qui n'était pas le cas en 2003. En 2003, les villes étaient relativement épargnées. Aujourd'hui, les grandes villes du Darfour sont ciblées malgré des trêves qui tiennent ici et là, qui sont négociées par les leaders communautaires et religieux. Mais du coup, les infrastructures sanitaires, les infrastructures d'eau, d'électricité, les écoles, les administrations locales sont détruites ou largement détruites. Et Khartoum, vous le disiez un peu plus tôt, alors que jusque-là était plutôt épargnée par les conflits, cette fois-ci la capitale du Soudan est directement touchée. Oui, la guerre a commencé à Khartoum et les combats se concentrent à Khartoum. Et à Khartoum également, donc qui effectivement n'avait jamais subi en fait les effets directs des différentes guerres soudanaises. Aujourd'hui, la ville est détruite. Il n'y a plus d'infrastructures bancaires, il n'y a plus d'infrastructures d'électricité, d'eau. L'approvisionnement est difficile. Il y a encore des millions de gens à Khartoum qui sont coincés dans cette ville. Je veux dire, Khartoum, c'est 8 millions de personnes. Il faut souligner ici l'héroïsme d'une partie de la population et en particulier des comités de résistance, cette organisation de quartier révolutionnaire qui a porté la révolution, où on a des volontaires qui risquent leur vie chaque jour pour aller réparer des câbles électriques, pour aller réparer les stations d'épuration, pour essayer de faire que les habitants qui restent à Khartoum puissent survivre. Et il faut rappeler que dans les années 2000, la guerre a fait environ 300 000 morts selon les Nations Unies, près de 2,5 millions de déplacés aussi. Alors il y a quelques jours, la Cour pénale internationale a annoncé, c'était le 13 juillet dernier exactement, a annoncé avoir ouvert une nouvelle enquête pour crimes de guerre dans la région soudanaise du Darfour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Radija Medani, pourquoi la Cour pénale internationale a entrepris cette démarche ? Pourquoi ? Je pense que quelque part, c'est son travail de faire ça. C'est déjà la Cour pénale internationale qui avait poursuivi Omar el-Béchir et d'autres chefs d'État pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour après 2003. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur le terrain pour que la Cour pénale internationale enclenche cette enquête ?
C'est des exactions à forte intensité et répétée contre les populations civiles qui se déroulent actuellement au Darfour et dans les villes, ce que disait Gwenaëlle. Si on prend la ville qui est le plus touchée, celle d'El Geneina, il y a actuellement 70% de la population de la ville qui a dû quitter la ville. C'est quand même une désertion totale. Avec des images et des témoignages assez flagrants de viols et de massacres de populations civiles par les milices, d'où l'ouverture d'une enquête, je pense. Pour l'Organisation des Nations Unies, les violences commises dans cette région pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Gwenaëlle Lenoir, une réaction sur cette notion de crime contre l'humanité et plus largement sur la démarche de la Cour pénale internationale. Est-ce que cette enquête peut servir à quelque chose ? L'enquête a déjà un mérite, c'est d'enquêter. C'est un bon début. Voilà, c'est déjà ça. Comme le disait Radija, la plupart des habitants d'El Geneina ont fui au Tchad, enfin des communautés visées, qui sont là des communautés non arabes, en particulier les Massalites. Ils sont en but, ces Massalites sont en but aux tribus, aux milices arabes et au RSF. Encore une fois, c'est pas une histoire nouvelle. Même après la révolution et l'accord de paix signé avec les groupes rebelles en 2020, la situation à El Geneina a été toujours extrêmement tendue. Il y a déjà eu des camps de déplacés qui ont été brûlés, etc., etc. Là, ce qu'on a comme témoignage tend à montrer une intention génocidaire avec des massacres de femmes, des viols systématiques de femmes, des massacres d'enfants, des gens soit massacrés, soit chassés, quasiment escortés jusqu'à la frontière tchadienne qui est à une trentaine de kilomètres, c'est vraiment tout près. Il y a des fosses communes qui ont été découvertes. Il y a aussi des discours très clairement anti-massalites, qui appellent au meurtre. Donc, il y a quand même tout un faisceau de choses qui font que, effectivement, la CPI pouvait difficilement ne pas se saisir de ce cas. Et dans le même temps, la CPI, la Cour pénale internationale, enquête déjà sur les crimes commis au Darfour en 2003 et dans les années qui ont suivi. Est-ce qu'il y avait eu des résultats, Gwenaëlle Lenoir ? Est-ce que cette démarche avait, là, cette fois-ci, servi, avait porté ses fruits ? Alors, il faut savoir que d'une part, les gouvernements soudanais qui se sont succédés de Omar al-Béchir jusqu'aux différents gouvernements jusqu'à aujourd'hui ont toujours refusé, même s'ils disaient le contraire, mais ont toujours refusé de livrer Omar al-Béchir et la plupart des accusés à la CPI. Il y a une personne qui est jugée en ce moment à la CPI, qui s'appelle Ali Kosheib, qui est un ancien responsable des Janjaouides et qui, lui, s'est en fait rendu, il était réfugié en République centrafricaine, il s'est rendu aux autorités centrafricaines, probablement pour protéger sa vie de ses propres anciens amis, et les autorités centrafricaines l'ont remis à la haie, à la CPI, et il est jugé actuellement. Ça fait à peu près un an que le procès a lieu. Donc, c'est très lointain, puisqu'il est jugé pour des faits qu'il a commis il y a une vingtaine d'années. Mais il y a eu des gens qui sont allés témoigner, il y a eu des Darfouris qui sont allés témoigner sur place. Et en tout cas, dans les camps de déplacés du Darfour, c'est très important. Les gens ont besoin de cette reconnaissance par la communauté internationale des crimes de guerre commis à leur encontre. Alors la communauté internationale justement semble s'impliquer pour tenter de limiter ce conflit et ses conséquences. De nombreux pays semblent s'impliquer, au premier rang desquels les États-Unis. Radija Medani, pourquoi les États-Unis s'impliquent-ils dans ce conflit ? Quels sont les intérêts de ce pays ? Les États-Unis sont impliqués depuis un moment, je pense depuis la chute d'Omar al-Béchir. Il y a les États-Unis qui se font un peu médiateurs dans les négociations, mais c'est loin d'être le seul acteur, voire le plus impliqué, l'acteur international le plus impliqué au Soudan. J'aurais du mal à dire s'il y a de réels intérêts. En fait, personne n'a intérêt à ce que le Soudan s'effondre, globalement. Notamment, il y a des intérêts migratoires assez importants vis-à-vis du Soudan qui est stabilisateur des migrations dans la région.
Après, actuellement, je pense que on est face à un échec des négociations. Le conflit actuel, c'est l'échec de négociations qui sont en cours depuis 2021. Et a priori, aucun acteur international actuellement n'a assez de poids, ou en tout cas, s'il y en a un, c'est pas les États-Unis qui l'aura, pour faire céder l'un ou l'autre des deux camps. Donc il y a une implication, je pense, plus de devoir, d'image, mais pas en tout cas très effective actuellement. Gwenaëlle Lenoir, vous êtes d'accord avec cette idée? Alors effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui s'impliquent. Il y a des acteurs plus lointains comme les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Il y a évidemment l'ensemble des pays de la région, l'Égypte, bien d'autres pays. Si on commence par les pays lointains, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, pourquoi s'impliquent-ils dans cette tentative de négociation, dans cette tentative de pourparler? Alors, comme l'a dit Radija, personne n'intéresse que le Soudan s'effondre. Je veux dire, Et l'Europe si non plus. vous visualisez un petit peu la région, vous avez à l'ouest du Soudan, vous avez la Libye, à l'est du Soudan, vous avez l'Éthiopie, et au sud-est, la Somalie. Donc, si vous avez le Soudan qui s'effondre, ça fait un arc de chaos absolument mais formidable. Je veux dire, c'est un rêve pour l'État islamique, pour Boko Haram, enfin pour tous les groupes déstabilisateurs qui sont dans la région déjà. C'est un rêve pour eux. Enfin, là, ils peuvent prendre un État failli, c'est formidable quand même. C'est grand le Soudan. Hein. Le Soudan, c'est plus grand que la France quand même. Hein. Donc vous imaginez bien la chose. L'Arabie Saoudite évidemment n'a absolument pas intérêt non plus à ce que le Soudan s'effondre. Il y a juste le détroit entre le Soudan et l'Arabie Saoudite. C'est pareil, c'est tout près. Donc il y a les pourparlers à Jeddah tenus par les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui échouent. D'ailleurs, ils ont été suspendus le mois dernier. Là, ils vont reprendre. Mais enfin, ces pourparlers ont servi à annoncer des trêves qui n'ont jamais été respectées et qui ont permis aux deux camps sur le terrain de se renforcer. Voilà. Ensuite, vous avez l'Égypte qui essaye aussi de son côté, parce qu'elle n'a pas non plus intérêt à ce que le Soudan s'effondre, même si elle soutient l'armée. Bon, pour l'instant, c'est des grands discours, ça ne sert à rien. Et vous avez un troisième ensemble qui est l'ensemble régional de l'Afrique de l'Est, qui essaye aussi de son côté. Mais à la limite, je dirais que plus il y a d'initiatives et plus c'est mauvais signe en fait. Pourquoi est-ce que c'est mauvais signe d'abord, et pourquoi est-ce que c'est pourparlers échoue? Est-ce que c'est d'abord le manque total de volonté des deux chefs militaires soudanais qui en réalité ne veulent pas du tout de pourparlers ou de paix? Ils veulent absolument pas négocier l'un avec l'autre. Ils sont persuadés que l'un va avoir le dessus sur l'autre. Ils veulent agir jusqu'au bout en fait. Et là, je voudrais quand même un peu tacler en fait les pays occidentaux qui ont fait preuve pour le moins d'une grande naïveté dans cette histoire, puisque quand il y a eu le début du processus de négociation en décembre dernier entre les civils et la junte, donc la junte c'était à la fois Burhan et Hemeti, qui étaient à l'époque alliés sur le papier, les chancelleries occidentales ont absolument voulu, malgré tous les avertissements, discuter avec ces deux généraux. Ces deux généraux prouvent depuis la Révolution, donc depuis 4 ans, qu'ils ne veulent pas partager le pouvoir avec les civils. Et on a continué à discuter avec eux, à leur donner ce statut d'homme d'État et à ne pas voir leur inimitié qui ne pouvait que déboucher sur un conflit. Donc évidemment, on a un petit peu nourri en fait l'ambition de ces deux hommes en les traitant comme des hommes d'État. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où aucune pression pour l'instant ne fonctionne, mais il faudrait sans doute beaucoup plus de pression. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous éclairer ce matin au micro de France Culture, au micro des matins d'été de France Culture, sur cette situation soudanaise dramatique. Gwenaëlle Lenoir, je rappelle que vous êtes grande reporter indépendante, notamment pour Mediapart Orient 21, et Marianne, spécialiste de l'Afrique orientale et du Proche et du Moyen-Orient. À vos côtés, c'était Radija Medani. Vous êtes doctorante à l'université Paris 1, associée au CEDEJ de Khartoum. Vous écoutez France Culture, il est 8h35. France Culture, les matins d'été, Quentin Lafay.
Depuis le 15 avril dernier au Soudan, une guerre civile a fait 3000 morts au moins, a contraint 3 millions de personnes à se déplacer à minima, menace la région entière, l'Afrique du Nord-Est. Alors pour comprendre ce conflit qui rappelle et s'inscrit dans la mémoire de la guerre qui avait fissuré le pays il y a 20 ans déjà, je reçois ce matin 2 invités. Gwenaëlle Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter indépendante notamment pour Mediapart, Orient 21 et Marianne, spécialiste de l'Afrique orientale et du Proche et du Moyen-Orient. À vos côtés, Khadija Medani, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'université Paris 1 et associée au CEDEJ de Khartoum. Alors pour comprendre ce conflit, il faut rappeler que les combats qui ont éclaté à Khartoum le 15 avril dernier entre les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah Abdelmaram al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Hemeti, comme on le surnomme désormais. Est-ce que ce conflit est au départ, à l'origine, un conflit d'abord entre deux chef de guerre, Gwenaëlle Lenoir? Alors je dirais pas chef de guerre, je dirais 2 militaires de haut rang. D'un côté le général Bourhan, qui est le commandant en chef de l'armée nationale soudanaise. De l'autre côté, comme vous l'avez dit, le général Hemeti, le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, qui lui est le chef d'une force paramilitaire régulière associée à l'armée soudanaise depuis longtemps, qui s'appelle les forces de soutien rapide. L'acronyme anglais c'est RSF, c'est plutôt celui que nous utilisons. Donc ce ne sont pas des chefs de guerre, ce sont des chefs d'armée, ce sont 2 armées quasiment régulières, le Soudan ayant cette caractéristique d'avoir 2 armées. Et cette guerre, c'est comme s'il y avait 2 armées françaises qui se faisaient la guerre dans Paris. Est-ce que ce conflit, Gwenaëlle Lenoir, devait de toute façon voir le jour un jour, puisque un pays avec 2 armées, on l'imagine, c'est nécessairement compliqué? Effectivement, cette guerre n'est pas une vraie surprise. Quand j'étais à Khartoum encore au mois de mars, tout le monde en parlait, à part les chancelleries occidentales qui s'aveuglaient et qui voulaient croire que un compromis était possible entre les 2 hommes. En fait, cette guerre, elle a éclaté. L'élément vraiment déclencheur immédiat, c'est une réforme du service, du domaine de la sécurité et du domaine militaire qui devait être négocié et mis en place et qui prévoyait l'intégration des 2 corps d'armée dans une seule armée. Et les uns voulaient prendre le pas sur l'autre, pour faire très court, et ça a débouché sur ce conflit. Khadija Medani, qui a pris le dessus dans ce conflit qui dure depuis la mi-avril, on l'a dit? Est-ce que le rapport de force est plutôt en faveur du général Al-Bourhan ou du général Hemeti? Alors là, ça fait déjà plus de 3 mois du coup que le conflit a commencé, et s'il dure, c'est parce qu'on a 2 forces qui sont presque équivalentes. C'est dur aujourd'hui de dire qui prend le dessus ou pas dans ce conflit. Je voulais juste rebondir sur cette idée de guerre des généraux, un petit peu, c'est ce qu'on entend beaucoup en fait. C'est 2 forces armées, comme tu l'as bien dit, c'est 2 institutions, mais c'est aussi des forces politiques. On n'est pas que sur un combat entre 2 armées, on est sur un combat entre 2 hommes qui veulent être des chefs d'État, qui ont chacun derrière eux et leurs institutions des empires économiques aussi. Et donc on est vraiment dans un conflit pour la conquête du pouvoir et pour être à la tête d'un État. Donc c'est un conflit armé, c'est un conflit politique et c'est un conflit économique aussi. Vous l'avez dit, donc un empire économique derrière chacun de ces généraux. Alors commençons peut-être par le général Hemeti, originaire du Darfour. Quel est-il, son empire économique? Comment il s'inscrit dans le territoire soudanais? Alors il est très vaste. Les RSF, c'est une entreprise familiale beaucoup, donc c'est un peu l'empire des Dagalo. Oui, parce que Hemeti, son nom entier, c'est Mohamed Hamdan Dagalo. Et c'est très diversifié, en fait. Ça partait d'une entreprise de bétail, mais ils ont aussi des possessions minières, des entreprises de téléphone. Enfin, c'est très diversifié. Ouais. C'est un empire industriel extrêmement diversifié. Et face à lui, le général Al-Bourhan, comment est-ce qu'il s'inscrit dans l'économie soudanaise et sur quoi il assoit son pouvoir aujourd'hui?
Alors c'est un peu pareil des deux côtés en fait, c'est deux empires militaro-industriels et l'armée soudanaise déjà recevait beaucoup de subventions de l'État, mais aussi s'est mis à devenir possède en fait pareil des complexes industriels importants, etc. Gwenaëlle Lenoir, évidemment, cette guerre, elle a engendré une situation humanitaire catastrophique. On l'a dit, au moins 3000 morts, au moins 3 millions de déplacés. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette situation? Est-ce que l'ensemble du pays est concerné ou c'est principalement, essentiellement, la capitale du pays d'un côté, Khartoum, et la grande région de l'Ouest, le Darfour? Alors déjà une précision, 3000 morts, ça me semble totalement sous-estimé, surtout au vu des nouvelles qui nous arrivent du Darfour justement. Donc effectivement, au début, c'est une guerre pour le centre du pouvoir, Khartoum. L'État soudanais est un État fédéral, mais en fait très centralisé, donc toutes les infrastructures, toutes les richesses, tout est à Khartoum. Donc à partir du moment où on veut le pouvoir, on se bat à Khartoum. Ensuite, ça a gagné très très rapidement dans les jours qui ont suivi le 15 avril le Darfour, parce que les RSF sont issus du Darfour et parce que le Darfour de toute façon était déjà en état de guerre permanente depuis au moins 2003. Et aujourd'hui, ce qui est extrêmement inquiétant, je trouve, c'est que aujourd'hui, ça s'étend, et ça s'étend notamment au sud. Ça s'étend dans le sud, ce qu'on appelle les monts Nouba, le sud Kordofan, l'état du Nil bleu, l'état du Nil blanc. C'est-à-dire que maintenant, ça fait un arc qui va en mettant Khartoum un petit peu à part, de l'ouest jusqu'au sud-est. Reste à peu près paisible pour l'instant les régions de l'est du Soudan, là où se sont réfugiés énormément de gens de Khartoum. La plupart des gens de Khartoum sont allés vers l'est ou vers le nord pour quitter le pays ou pour rester dans le pays, mais dans des régions vivables. Donc le nord et l'est, qui sont les fiefs de l'élite militaire et politique soudanaise, sont pour l'instant relativement épargnés par les combats, mais pas par la situation humanitaire catastrophique. Et pour donner justement une ampleur, une illustration de cette situation humanitaire catastrophique à Khartoum, comme au Darfour, c'est le système de santé qui est en train d'imploser. Un chiffre, 59 des 86 hôpitaux de la capitale sont désormais hors service, selon le syndicat des médecins soudanais. Comment est-ce que la population, Gwenaëlle Lenoir, parvient ou tente plutôt de faire face? Il y a des réseaux de solidarité qui tiennent encore à peu près, de moins en moins bien, évidemment, grâce notamment à des réseaux révolutionnaires qui s'appellent les comités de résistance. On pourra revenir sur ces comités très importants ultérieurement. Il y a ces réseaux de comités, de solidarité, il y a de la débrouille, il y a malheureusement pour ce pays une grande habitude de la dureté de la vie. C'est quand même un pays qui a été en guerre longtemps, qui a été sous embargo extrêmement longtemps, où de toute façon les gens sont amenés depuis longtemps à compter que sur eux-mêmes, parce que les infrastructures sont de toute façon très fragiles. Aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Il y a un chiffre, c'est quand même la moitié de la population soudanaise qui, selon l'ONU, a besoin d'une aide urgente, immédiate. C'est énorme. C'est énorme. Mais Khadija Medani, la situation devrait par ailleurs s'empirer avec la saison des pluies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? D'abord, quand est-ce que cette saison arrivera? Et ensuite, l'impact que ça aura et sur la guerre et sur la situation humanitaire du pays. Oui, depuis le début du conflit, en fait, ce qui fait un petit peu peur, c'est que la saison agricole, elle commence là, elle va s'étendre de juin à octobre, donc on est déjà dedans. Et que dans le contexte actuel, les récoltes vont pas très bien se passer. Donc il y a le système de santé qui était très symbolique aussi au début, dont on parlait beaucoup, qui est complètement, quasiment inexistant maintenant. Mais la situation alimentaire, elle est très critique, elle est en train de s'aggraver. Et dans les prévisions, on va tomber dans une des pires famines, je pense, là, à l'échelle de la planète au Soudan.
Ce qu'il faut aussi expliquer, Gwenaëlle Lenoir, c'est que ce conflit, c'est aussi en particulier au Soudan un conflit, une guerre même ethnique. Dans l'ouest du pays, les combats se sont transformés en conflits qui opposent les milices Janjaweed, soutenues par les forces de soutien rapide d'un côté, et les communautés non arabes qui ont formé des groupes d'autodéfense de l'autre. Est-ce que c'est une expression juste, cette notion de guerre ethnique, selon vous ? Je suis toujours un petit peu réticente à utiliser cette expression, mais effectivement, ça commence vraiment à y ressembler quand même, malheureusement. Pour résumer, donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui au Darfour, d'après les témoignages qu'on a, c'est encore pire que ce qui s'est passé au début de la guerre du Darfour de 2003-2004. Pour résumer la situation au Darfour à très très grands traits, il y a d'un côté des tribus qu'on appelle arabes parce qu'elles sont arabophones de naissance, c'est leur langue maternelle, ce sont des tribus nomades, éleveurs de bétail principalement. De l'autre côté, des communautés qui sont sédentaires, qui peuvent élever aussi du bétail, qui sont agriculteurs et qu'on appelle africaines parce qu'elles ne sont pas arabophones de naissance, même si elles parlent arabe. Et je précise, c'est important de le dire, que tous ces gens sont noirs et tous ces gens sont musulmans. Il y a des conflits fonciers depuis très longtemps entre ces communautés parce que d'un côté vous avez des troupeaux et de l'autre côté vous avez des champs. Donc forcément il y a un moment où ça se passe pas forcément très bien, mais ces conflits étaient somme toute quelque chose de tout à fait normal avant les années 2000 et assez faible. Ça arrivait mais c'était faible. Et puis là-dessus, il y a une forte discrimination depuis l'indépendance du Soudan en 1956 vis-à-vis des communautés africaines. Ces communautés africaines, au début des années 2000, certaines de ces communautés africaines ont formé des groupes rebelles pour réclamer partage du pouvoir, fin de la discrimination, etc. Et là, le gouvernement de Khartoum, qui était Omar el-Béchir à l'époque, le dictateur militaro-islamiste, a armé, jusqu'en 2019, absolument, a armé les Janjaweed pour les utiliser comme supplétifs de l'armée nationale qui ne réussissait pas à se débarrasser de ces groupes rebelles. Et là, c'est les civils, évidemment, comme d'habitude, qui ont été visés. Les successeurs de ces Janjaweed, les Janjaweed ont été transformés ensuite en forces de soutien rapide, en RSF, dont Hemeti a pris la tête en 2013. Donc il y a une continuité. Et on a à la fois effectivement un conflit basé sur des critères ethniques, mais aussi basé sur une épuration foncière, en fait. C'est-à-dire que ces tribus arabes aujourd'hui, les milices arabes aujourd'hui liées au RSF, c'est souvent les mêmes lignages familiaux, font aussi du nettoyage pour récupérer les terres où ayant peur justement de devoir rendre ces terres dans le cadre d'un accord de paix, les garder. Donc on a tout ça, c'est pas seulement ethnique, c'est plus complexe que ça. Rajouter à ça un changement climatique, conséquence d'un changement climatique très important dans cette région, c'est le bout du Sahel quand même, le Darfour c'est l'extrémité orientale du Sahel. Rajouter à ça un problème d'accès aux ressources, et vous avez plus donc deux armées qui se font la guerre, et vous avez le résultat d'aujourd'hui qui est absolument catastrophique, avec, d'après les témoignages qu'on a, en tout cas dans l'ouest, vraiment ouest du Darfour, on a des témoignages qui laissent à penser qu'il y a en tout cas une intention génocidaire. On va y revenir évidemment sur cette intention génocidaire et sur l'action potentielle, je dis bien potentielle, de la Cour pénale internationale. Mais avant cela, Khadija Medani, est-ce que vous-même, vous portez le même regard critique sur cette notion de guerre ethnique, de conflit ethnique? Est-ce que c'est d'abord la continuité de l'histoire évidemment, mais que d'autres conflits, notamment fonciers, se superposent sur cette guerre ethnique? Je pense que nulle part il y a de guerre purement ethnique. C'est toujours des particularités, des différences qu'on appelle ethniques qui sont instrumentalisées pour couvrir des conflits qui sont fonciers, qui sont politiques. Comme l'a bien expliqué Gwenaëlle, c'est le gouvernement central soudanais au début qui a instrumentalisé cette rivalité entre population arabe et non arabe au Darfour pour
écraser la révolte des populations du Darfour aussi. Donc oui, je rejoins tout à fait l'analyse de Gwenaël là-dessus. On le disait, hein, Gwenaël Lenoir aussi, ça fait 20 ans que la guerre du Darfour, qui a marqué les esprits occidentaux aussi, hein, il y a 20 ans tout juste, est-ce que cette guerre-là, cette guerre ancienne, est encore vive dans la mémoire des acteurs aujourd'hui? Est-ce que la guerre d'aujourd'hui résonne avec celle d'il y a 2 décennies? Oui, bien sûr, complètement. Puisque énormément de témoignages que j'ai pu recueillir à distance, hein, malheureusement par téléphone depuis le début de la guerre du 15 avril, du Darfour, en provenance du Darfour, disent que ils font tous référence à la guerre de 2003-2004 en disant en général c'est encore pire. Par ailleurs, cette guerre du Darfour, elle est importante aussi dans la rivalité entre RSF et l'armée nationale. Parce que RSF, les gens de RSF considèrent que dans les années 2000, ils ont fait le sale boulot pour l'armée soudanaise au Darfour. Ce qui est vrai. Et qu'ils n'ont pas été rétribués à la hauteur du sang qu'ils ont versé et des efforts qu'ils ont faits, notamment en termes de postes et de postes officiels. Et là, on en arrive à quelque chose qui est très important, dans lequel cette guerre plonge certaines de ses racines. C'est la façon dont le Soudan est organisé depuis son indépendance en 1956. Et vous avez une élite au centre qui tient donc le pouvoir politique, une grande partie du pouvoir économique et le pouvoir militaire. C'est l'élite, c'est les gens de la vallée du Nil en fait et du nord du pays, et qui ont toujours considéré les périphéries avec un certain mépris. Alors, concernant le Darfour, ils méprisent encore plus les tribus non arabes que les tribus arabes. Mais ils méprisent beaucoup les tribus arabes. Et notamment Hemeti, décrit par les élites du centre du pays comme un éleveur de chameaux, ce dont il vient d'ailleurs, hein, parlant mal arabe, parce qu'il a l'accent du Darfour en arabe, quasiment illettré, etc., etc. Et on entendait beaucoup à Khartoum, je pense que Radija, tu confirmeras, non mais il pourra jamais devenir président du Soudan, celui-là. Et donc, il faut pas négliger cette dimension presque psychologique ou de revanche sociale, personnelle et sociale. De revanche sociale, pas seulement personnelle, parce que c'est l'ensemble de RSF qui est comme ça, en fait. Et il y a eu quand même des scènes assez fortes tout au début de la guerre, quand RSF est rentré dans le QG de l'armée à Khartoum, qui a un immense, qui a une superficie immense. Il y a eu des vidéos de combattants de RSF brandissant leurs armes et disant on y est, on y est, on y est. C'est très significatif. Et ça, je pense qu'il faut pas le négliger. Radija Medani, une réaction, vous êtes d'accord, en phase avec l'importance de la dimension revancharde de ce mouvement? Revancharde, enfin, ça fait très péjoratif. Les populations du Darfour, qu'elles soient arabes ou non arabes, elles ont toujours été exclues des postes importants, des postes de pouvoir, comme l'a dit Gwenaël, c'est vraiment les gens de la vallée du Nil. Et Hemeti, il a réussi à incarner quand même quelqu'un qui vient d'une des périphéries, d'une des marges, qui arrive au centre. Et c'est vrai que c'était effectivement l'objectif, et c'est même pour ça que le conflit a éclaté à Khartoum, qui jusque-là a toujours été épargné, c'était ramener le conflit, ramener cette guerre qui existe partout et au Darfour depuis des décennies, dans le centre du pays, que ça devienne un sujet national, et qu'on entende, pour une fois, qu'on voit sur la scène politique nationale ces populations darfouries en l'occurrence. Gwenaël Lenoir, en quelques mots, on y reviendra évidemment, mais en quelques mots, est-ce que les populations aujourd'hui parviennent à fuir, que ce soit au sein du pays, au Soudan, mais même à l'étranger, auprès des pays limitrophes? Il y a beaucoup de déplacements. Les déplacements sont difficiles parce que les gens n'ont plus d'argent.
liquide. Il n'y a plus de structure bancaire, donc il n'y a plus d'argent liquide. Or, les prix des bus, etc., ont évidemment considérablement augmenté. Mais les gens réussissent à fuir, effectivement. Je crois qu'il y a à peu près, selon les derniers chiffres de l'ONU, à peu près 2 400 000 personnes déplacées au sein du 3 millions même, selon certaines et associations. 700 000 personnes à l'extérieur. Dans les pays limitrophes. Merci beaucoup à toutes les deux. Gwenaëlle Lenoir, je rappelle que vous êtes grand reporter indépendante, notamment pour Mediapart Orient 21, et Marianne, spécialiste de l'Afrique orientale et du Proche et du Moyen-Orient. Radija Menani, vous êtes doctorante à l'université Paris 1, associée au CEDEJ de Khartoum. On va poursuivre cette discussion. À 8h15, on reviendra notamment sur les réactions de la communauté internationale et de la Cour pénale internationale. Vous écoutez France Culture, il est 7h57. Et c'est évidemment l'heure des grandes traversées. Vous les connaissez à France Culture. Ces grandes traversées, ce sont d'abord en réalité de grandes plongées dans la vie, l'existence d'une grande figure de l'histoire. Ces grandes traversées, une centaine d'entre elles sont déjà disponibles sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. À 9h aujourd'hui, vous entendrez le 4e épisode de la grande traversée consacrée à John Fitzgerald Kennedy, produite par Michel Pomarède et réalisée par Jean-Philippe Navarre. Un extrait. Je suis sur le campus de Yale, le journaliste Philippe Labro, pour un documentaire sur ce que c'est qu'un campus américain. Il est midi et je vois arriver du fond du campus un môme qui agite ses bras en hurlant quelque chose que je ne comprends pas. Et peu à peu on comprend à mesure qu'il arrive en courant vers nous. « The president has been shot, the president has been shot ». On a tiré sur le président. Bon, j'arrête toute l'émission. Je laisse tomber l'équipe technique, qui m'en voudra toute sa vie d'ailleurs. Je prends même la voiture de location, enfin je joue le voyou et je fous le camp tout de suite à New York pour prendre un avion le soir même et arriver à Dallas le lendemain matin. Voilà. Pendant ce court moment, j'ai pu suivre en voiture, depuis Yale jusqu'à New York, comment le pays apprenait petit à petit. On est à l'époque, il n'y a pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc apprenait petit à petit cette tragédie. Comment on voyait peu à peu dans certains établissements qu'on descendait les drapeaux, les gens s'arrêtaient au bord de l'autoroute, j'ai même vu, c'est extraordinaire, ces énormes camionneurs, ces truck drivers, qui s'étaient arrêtés, descendus de son camion, de sa cabine de conduite, et s'étaient mis pratiquement à genoux sur le bord de l'autoroute et pleuraient. Donc voilà, il y a peu à peu cette prise de conscience d'une tragédie, et alimentée aussi par une peur et une angoisse qui a tiré. Est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale? Parce qu'il y a aussi le soupçon que ça pourrait être les soviétiques. On est toujours dans la guerre froide. Il y a un climat d'anxiété, de sidération même, qui traverse les rues, les paysages. Un extrait de ce 4e épisode de la grande traversée consacrée à John Fitzgerald Kennedy, épisode qui sera diffusé à 9h sur France Culture. Bien sûr, nous sommes le jeudi 20 juillet 2023. Merci d'être à l'écoute de France Culture. Il est 8h.